tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres préférés de ce début d'année 2018. Vu que à l'heure où sortira la vidéo nous serons 20 juillet et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur le livre que j'ai préféré de ce début d'année. Voilà. Donc le choix a été assez difficile à faire. Du coup je me suis limitée à 8 livres, je voulais en mettre 5 mais ça a été très difficile. Donc juste avant de commencer cette vidéo, sachez que tous les livres dont je vous parle, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos livres lus que je vous laisse toutes dans la barre d'infos à chaque fois que j'évoque un livre, et il y a à chaque fois un article sur mon blog pour chaque livre. Voilà, donc on commence avec le premier, il n'y a pas forcément d'ordre, avec A comme aujourd'hui de David Lévitan qui avait été sélectionné au programme du club lecture de je ne sais plus quel mois et je l'avais littéralement adoré. C'est un livre destiné aux ados qui a été adapté en film qu'il faut que je voie et surtout que je trouve en VOSTF, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle A et qui tous les matins se réveille dans un corps différent d'une personne de son âge, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Donc tous les jours il doit composer avec le corps dans lequel il se réveille, avec la vie de cette personne dont il prend l'apparence pendant une journée. Et un jour il va prendre l'apparence d'un jeune homme qui sort avec une fille qui s'appelle Rhiannon et il va tomber amoureux de cette jeune fille, et même pendant une journée il va prendre la place de Rhiannon. En fait chaque jour il tombe dans un corps mais il ne peut pas décider, donc il essaye de faire le moins de choses qui puissent nuire à la personne pour ne pas changer sa vie. Donc il continue de bien aller à l'école, de faire ses devoirs et tout ça. Et Rhiannon, il va vraiment flasher dessus, donc il va lui avouer son secret, elle ne va pas le croire, ensuite elle va le croire quand il va pouvoir lui dire des choses qui vont faire qu'elle va le croire. C'est une histoire très originale, donc assez axée ado, mais honnêtement je pense que un adulte peut le lire sans problème et peut adhérer à cette histoire que j'ai trouvée honnêtement très jolie. Et c'est une jolie révélation de cette année 2018, et je vais essayer de trouver d'autres livres de l'auteur parce que celui-ci franchement déjà il fallait avoir l'idée et la façon dont c'est écrit, les émotions, la façon, voilà, c'est assez bouleversant, c'est très beau et c'est même triste quoi, parce que A n'a pas d'existence propre à lui, il n'a pas son propre corps quoi. Donc c'est quand même vachement beau et je vous le conseille vivement. Second livre qui a également été adapté en mini-série cette fois-ci, intitulé Sharp Objects. Il s'agit de Sur ma peau de Gillian Flynn, qui est l'auteur des Apparences, qui a donné le film Gone Girl. Donc c'est une auteure dont j'ai lu tous les romans, elle en a écrit 3 plus une nouvelle qu'il faut que je lise. Et ce livre-là, je l'ai littéralement adoré. Par contre, comme je vous le disais dans ma vidéo, je l'ai trouvé d'une violence assez inouïe. Donc en gros, c'est l'histoire de Camille qui est journaliste dans un journal pas super de Chicago. Et un jour, elle est envoyée dans le Missouri, dans la petite ville de Wind Gap. Et il s'avère que cette petite ville, c'est où elle a été élevée. Et elle est partie de là-bas assez jeune parce qu'en fait, sa mère habite là-bas. Sa demi-sœur aussi, et elle a de très mauvais souvenirs comme la mort de sa sœur qui est morte assez jeune. Et il faut savoir que Camille est une personne qui se détruit, elle a passé du temps en hôpital psychiatrique, elle se scarifie, mais elle écrit des mots avec les coupures qu'elle s'impose. Voilà. Et c'est même carrément violent. Donc en fait, elle doit aller à Wind Gap suite à la disparition de 2 petites filles qui ont été retrouvées mortes, et elle va devoir enquêter et savoir pourquoi elles ont été mortes, par qui, tout ça. Donc elle va replonger dans son passé, elle va devoir retrouver sa mère, elle va habiter chez elle de nouveau, ça va vraiment être très compliqué et les personnages qui l'entourent sont assez malfaisants et destructeurs, vraiment. Autant elle se détruit, mais quand vous allez découvrir le personnage de sa mère, on comprend pourquoi. Et sa famille est totalement starbée, son beau-père ne se rend même pas compte que sa mère est complètement folle. Sa jeune demi-sœur de 13 ans qui s'appelle Ama est une véritable petite Lolita, elle couche et tout, donc voilà. C'est une superbe image de l'Amérique. Mais voilà, c'est un livre que j'ai littéralement adoré, par contre qui est très 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 violent au niveau thriller et psychologique. Mais honnêtement, c'est un super livre et j'ai vraiment hâte de voir
la série et j'espère qu'ils en ont fait quelque chose de bien. On passe à un registre différent avec La pâtissière de Long Island de Sylvia Loth, qui est un livre allemand que j'ai lu au début d'année et que j'ai littéralement adoré. J'avais envie d'une lecture un peu plus légère et l'esprit pâtisserie cuisine me parlait pas mal. Donc en fait on va suivre deux histoires en alternance, celle de Marie qui est la grande tante de Rona dans l'histoire, qui habite aux États-Unis. Donc Rona est une jeune Allemande qui va rendre visite à sa grande tante à New York. Elle va y rester 2 semaines. C'est la première fois qu'elle la rencontre parce que Marie vit là-bas depuis 70 ans maintenant. Et en fait, Marie va lui raconter son histoire et qui est absolument dingue. Donc Marie était allemande elle aussi, mais elle a été envoyée à New York chez ses frères par son père car elle était amoureuse d'un homme qui était protestant qui s'appelait Arthur. Or elle était catholique ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Donc elle a débarqué à Ellis Island comme tout le monde, donc dans les années 30, lors d'une grosse période d'immigration, jusque dans les années 50. Et donc elle va vivre là-bas sa nouvelle vie, elle va travailler avec ses frères dans leur restaurant, mais elle va aussi essayer de s'émanciper en trouvant un travail par elle-même. Donc elle va en faire plusieurs, et parallèlement à ça, elle aide toujours ses frères, où elle va développer une recette de cheesecake qui est absolument délicieuse. Donc tout le monde va s'arracher à Long Island pour aller en manger, d'où le titre La pâtissière de Long Island. Donc on suit l'histoire de Marie lors de sa jeunesse et un chapitre sur deux on suit Rona, dont petite nièce, qui est de retour en Allemagne ensuite à Hambourg. Elle s'est séparée de son copain et elle va démarrer une nouvelle vie sur les traces de sa tante. Alors c'est un livre vraiment bouleversant, très beau. En plus le fait que ça se passe à New York, et ben c'est un gros plus. Voilà, l'histoire est très belle, c'est très bien écrit, il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment très très cool. Et voir le New York des années 30, j'ai trouvé ça absolument génial, moi qui suis obnubilée par cette ville. Ensuite, passer à l'Allemagne, c'était intéressant également, bien que j'ai préféré l'histoire de Marie dans les années 30 plutôt que celle de Rona dans les années 2000 et quelques. Voilà, mais honnêtement, un livre très très sympa. On passe à un autre thriller avec Famille parfaite de Lisa Gardner. Alors ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un thriller un peu différent car il n'y a pas trop de violence, mais c'est assez spécial. En gros, il va y avoir une famille qui s'appelle les Denbe qui vont disparaître du jour au lendemain. Il y a des traces d'effraction et ils ont été kidnappés. Donc on a une enquêtrice qui s'appelle Tessa Leoni qui est détective privée qui va être sur le coup. Donc en fait, le truc c'est que les Denbe sont très très riches. Lui, Justin, a une entreprise de construction qui vaut plusieurs millions. Sa femme s'appelle Libby, elle est créatrice de bijoux, donc la fortune vient surtout de lui. Ils ont une fille ensemble qui s'appelle Ashlyn. Et en fait, leur maison est ultra sécurisée. Ils ont des codes qui changent toutes les semaines ou tous les mois. Donc la personne qui les a kidnappés, ou même les personnes, savait forcément ce code, donc était forcément proche d'eux. Donc là s'ensuit une intrigue autour de ça. On va suivre la famille qui va être kidnappée et qui va être emmenée dans une prison, enfin qui a failli devenir une prison, mais le projet a été abandonné et ils vont être séquestrés là-bas et on ne sait pas pourquoi. On pense que le motif est financier parce qu'ils sont blindés d'argent, sauf qu'en fait c'est plus compliqué. Il faut savoir que les Denbe, donc Justin et Libby, ne sont plus très proches parce que Justin a trompé Libby. Donc elle n'a vraiment plus confiance en lui, la communication est carrément rompue. Et du coup, ils vont devoir composer avec ça. Parallèlement, on va suivre les policiers qui vont tenter de les retrouver. Mais cette histoire, j'ai vraiment adoré et la chute est assez impressionnante. Mais je dois dire que c'est une hypothèse à laquelle j'avais songé. Donc j'avais plus ou moins deviné le pourquoi du comment, mais c'est vraiment c'est assez tiré par les cheveux, mais c'est vraiment cool. On passe à un style complètement différent avec Rebecca de Daphné du Maurier, qui était une véritable révélation cette année que j'ai lu en début d'année et que j'ai adoré. Donc sur les conseils de Victoria du club lecture, je l'ai lu et j'ai tellement bien fait. Et sur les conseils de ma meilleure amie également. Donc il s'agit du fameux classique de Daphné du Maurier, dans lequel on va suivre une jeune fille dont on ignore le nom tout au long du roman, qui au début est
qui au début aide une femme à Monaco. Ensuite, elle va être repérée par un homme qui s'appelle Maxime de Winter, qui est un bourgeois anglais qui est récemment veuf. Il était marié à une femme qui s'appelait Rebecca, d'où le titre Qui est morte. Voilà, donc il fait son deuil, tout ça. Et en fait, cette jeune fille et Maxime de Winter, qui est bien plus âgé qu'elle, vont se marier. Donc la jeune fille va arriver à Manderley, dans le fameux manoir qui a vu évoluer Rebecca, cette femme hyper imposante qui faisait limite un peu peur. Et elle va devoir essayer de composer avec sa nouvelle vie de bourgeoise, quoi, elle qui n'était pas du tout habituée à ça. Et surtout, elle va devoir vivre avec le fantôme de Rebecca, de cette femme dont elle a tant entendu parler, que tout le monde vénère, notamment l'intendante qui s'appelle Madame Danvers. Donc voilà, il y a pas mal de descriptions au niveau des paysages, on a pas mal accès à ses émotions, à ses sentiments. On voit vraiment son développement au tout début où elle est très timide, elle n'ose rien dire, rien faire, pas du tout changer la décoration, elle n'arrive pas à croire qu'elle est ici. Et elle va s'imposer petit à petit et cette transformation-là est vraiment très belle à voir et c'est un classique que j'ai adoré et honnêtement je vous le conseille vivement. Et il faut que je voie l'adaptation cinématographique de Hitchcock qui apparemment est assez controversée. Certains disent qu'elle est bien, d'autres moins bien. Un autre livre que je n'ai pas avec moi, dont il fallait absolument que je vous parle, que je vous laisserai en visuel ici, il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio, que j'ai lu il y a 2-3 mois, qui a été une véritable révélation. Donc encore une fois, il se passe à New York, cette fois-ci entre les années 10 et les années 30. Donc en fait, c'est l'histoire de Cheta Luminita, qui au tout début de l'histoire est une jeune fille de 13 ans qui est italienne. Dans une des premières pages, elle se fait violer par un homme plus âgé, donc on est bien amené dans l'ambiance directement. De ce viol va naître un enfant, donc en fait elle va s'enfuir aux États-Unis dans un bateau pour échapper à la vie qu'elle va vivre si elle reste en Italie dans sa famille hyper dure. Donc on va suivre sa nouvelle vie aux États-Unis. Elle va repérer un homme qui s'appelle Sal, S-A-L, avec des grosses mains noires et sales. Voilà. Donc elle va habiter Manhattan. Sal va l'aider à trouver un logement avec un couple d'Italiens. Elle va élever son enfant comme elle le peut. Il va s'appeler Natale, mais en anglais ça veut dire Christmas, donc Noël. Et Christmas va vivre dans cette ambiance pauvre du New York où toutes les nationalités d'immigrés se côtoient, les Polonais, les Italiens, tout ça. Donc en fait on va suivre Christmas petit, on va le suivre plus âgé et il faut savoir que Cheta est engagée en tant que prostituée. Voilà, donc Sal l'a aidée d'une façon assez spéciale, donc elle va faire la prostituée pendant un moment, mais du coup ce qui va lui permettre d'avoir une entrée d'argent assez importante. Et Christmas, il va vivre dans la rue avec des petites magouilles, donc il va créer une sorte de gang avec un ami. Il va rencontrer des personnes pas très bien mais qui vont pouvoir l'aider et il va se sortir un peu de cette misère là. Et lorsqu'il est plus âgé, on va le suivre à New York en tant que chroniqueur dans une radio. Il va raconter ses histoires qui lui sont arrivées lorsqu'il était plus jeune. Et la moitié du roman se passe entre Los Angeles et New York, vu qu'en fait, lorsqu'il a 12 ans, Christmas va tomber sur une jeune fille qu'il va aider, qui en fait s'est fait violer, elle aussi, décidément. Et il va tomber amoureux d'elle, sauf que cette jeune fille est très riche et issue d'une famille riche. Du coup, il y a un énorme gouffre qui les sépare. Elle va ensuite habiter à Los Angeles, il va la chercher parce qu'il est amoureux d'elle du début à la fin. Et du coup, on va suivre sa vie à elle à Los Angeles dans la photographie. Lui, on va le suivre à New York. Voilà, c'est une histoire hyper belle, bouleversante, parfois vraiment très dure, notamment les scènes de viol qui sont les pires. Mais bon, c'est assez monnaie courante à l'époque, malheureusement. Mais voilà, c'est une histoire que j'ai adorée, qui est hyper bien écrite, qui se lit avec une fluidité de folie parce que on est trop emballé là-dedans. Et j'ai acheté l'autre livre, Les enfants de Venise, et il en a encore écrit un autre. Donc voilà, je vous conseille vivement ce roman, même si psychologiquement il est compliqué.
Ensuite, j'ai lu Rêver de Franck Tillier, que j'ai adoré. Je l'ai mis dans cette liste-là parce que franchement, c'est un de mes Tillier que j'ai préféré. Après, avec Franck Tillier, je les aime tous, c'est bien simple. Donc cette fois-ci, on va suivre Abigail, qui est une psychologue réputée dans les affaires criminelles, qui aide souvent la police à trouver le coupable, sauf que cette femme-là est narcoleptique. Et ça va lui jouer bien des tours dans son travail, et ça va lui jouer notamment des tours lorsqu'une fois elle va être en voiture avec son père et sa fille en direction d'un parc de loisirs. Ils vont avoir un accident, elle va s'endormir et on va lui dire que sa fille et son père sont morts et qu'elle est la seule rescapée. Donc évidemment ça va être très difficile pour elle de s'en remettre, je pense que c'est logique. Donc elle va essayer de trouver pourquoi son père est mort, elle va remonter sur ses traces en Bretagne, elle va découvrir qu'il avait un autre nom, une autre personnalité, qu'il baignait dans le trafic de cocaïne parce qu'en fait il était douanier il me semble. Donc voilà, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a des non-dits, il y a des choses fausses. Mais la particularité de ce livre, c'est qu'il se passe sur plusieurs périodes de temps, entre décembre et juin, et que souvent il y a des flashbacks avec une frise temporelle, et que donc il faut vraiment suivre, et que surtout il y a des fois où elle rêve, elle pense que c'est la réalité, et parfois elle pense que c'est la réalité et elle rêve. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se brûle pour être sûre qu'elle ne rêve pas. Et voilà, ça va être très compliqué, même pour nous, on ne veut pas savoir forcément sur quel pied danser, mais au niveau du sommeil, j'ai trouvé que c'était un livre ultra intéressant. Par contre, oui, il faut vraiment s'accrocher pour suivre la chronologie. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette sélection, et je ne pouvais pas ne pas le mettre, il s'agit de La meilleure façon de marcher, celle du Flamant Rose de Diane Ducret, qu'on m'avait offert à mon anniversaire, que j'ai adoré, que j'ai lu vraiment vite, qui est un livre qui se lit vite, hein, c'est écrit quand même assez gros. Donc Diane Ducret, c'est une autrice dont je n'avais encore rien lu depuis, j'ai acheté un livre d'elle, et dans ce roman qui est en fait autobiographique, elle nous raconte sa vie de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc le personnage principal s'appelle Énaïde, et Énaïde en fait à l'envers, ça donne Diane. Donc du coup voilà, c'est autobiographique, donc son enfance avec ses grands-parents, parce qu'en fait sa mère ne s'est jamais occupée d'elle, son père est absent, elle ne le voit quasiment jamais, donc elle va vivre avec ses grands-parents vers Biarritz. C'est une enfant qui est un peu en manque de repères, qui se sent rejetée, qui va du coup avoir une scolarité vachement en pointillé, qui va sécher, qui va préférer faire la fête en Espagne alors qu'elle a de grandes capacités, elle est très intelligente. Ensuite elle va aller à Paris faire la Sorbonne, donc ça prouve bien quand même qu'elle a des capacités intellectuelles très hautes. Ensuite elle va aller à Rome avec un homme qu'elle va rencontrer à Paris. Ensuite elle va aller aux États-Unis pour se faire opérer parce qu'elle va avoir un énorme problème au pied. Ensuite en Allemagne, enfin bon, il se passe plein de choses dans plein de villes. Du coup le chapitre est découpé avec des noms de villes. Et honnêtement c'est écrit d'une façon hyper naturelle. C'est pas du tout dans le pathos, alors qu'il y a des fois où honnêtement c'est bouleversant, elle a vécu des choses très difficiles. Mais elle cherche pas du tout à se faire plaindre ou quoi que ce soit, c'est tourné d'une façon qui la rend hyper émouvante, mais aussi qui montre sa véritable nature avec ses failles, ses choses bonnes, ses choses moins bonnes, et qui du coup ne cherche pas du tout à nous faire prendre parti en nous disant c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de pas bien du tout. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien parce que c'est pas du tout manichéen, et j'ai trouvé ça super bien écrit. C'est hyper naturel, hyper fluide, on a l'impression de l'entendre parler, et du coup on n'a pas l'impression que c'est romancé du tout. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette autobiographie là. C'est assez unique et franchement je vous le conseille à 2000%. Donc voilà, c'en est tout, et c'est déjà pas mal avec ma vidéo de mes livres préférés de ce début d'année 2018. Honnêtement j'ai fait pas mal de découvertes assez riches de février à juin. Depuis juillet et même début juin un peu moins parce que j'ai moins le temps de lire, mais j'espère que je ferai de jolies découvertes dont je pourrai vous parler à la fin de cette année avec une autre édition de mes livres préférés lus en 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir, ça me motive. Surtout n'hésitez pas à checker la barre d'infos car vous retrouverez toutes les vidéos dans lesquelles je parle de ces livres là, ainsi que les articles individuellement que j'ai fait
sur mon blog. N'hésitez pas à checker mon blog également. Normalement, je vous fais un article par semaine. Et voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!